Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation du Moniteur. Merci d'être aussi nombreux avec nous ce matin. Donc, comme on peut le voir sur la slide qui suit, le Moniteur formation, ce sont plus de 5000 stagiaires formés chaque année. 300 programmes et 1500 sessions de formation qui sont planifiées à la fois en présentiel ou à distance sur des formats classe virtuelle, in-learning ou encore blended learning. Donc voilà, vous pourrez voir tout cela sur notre nouveau catalogue 2025 que vous pourrez télécharger depuis le support qui vous sera envoyé. Donc, vous le voyez, nous avons une large gamme de formations sur diverses thématiques. Les nouvelles, notamment Soft Skills, qui est une rubrique dédiée à l'acquisition des compétences interpersonnelles et comportementales dans le secteur du BTP. Une rubrique numérique et intelligence artificielle. Et puis, bien sûr, une rubrique performance énergétique, sujet qui va nous intéresser ce matin à travers ce webinaire que nous avons organisé. Et donc, sur la slide suivante, vous voyez la formation que nous proposons sur ce sujet. Et c'est avec son formateur, Tugdual Alain, que nous allons dérouler ce webinaire aujourd'hui. Donc, Tugdual est créateur et gérant de Équipe Ingénierie depuis 15 ans. Et il est l'un des spécialistes reconnus des constructions passives en France. Il est agréé par le Passive OS. Alors, je ne sais pas comment on prononce, si c'est OS, AUS, Institut, donc pour certifier les bâtiments passifs. Et puis, comme vous allez pouvoir le constater par vous-même, il a à cœur de diffuser les bonnes pratiques en termes d'efficacité énergétique et construction environnementale, le tout avec un maximum d'efficacité économique. Donc, voilà, je vais lui laisser la parole. Et n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions via le petit point d'interrogation que vous devez avoir à l'écran et je les lui relayerai en fin d'intervention. Bon webinaire à tous, à tout à l'heure pour les questions. Et Monsieur Alain, je vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup. Donc merci à vous tous d'être présents. On va passer une petite heure ensemble. On va vous présenter, donc c'est sur la base de la formation RE20 Cap 2028 faite par le Moniteur, avec une vision donc effectivement environnementale, économique et efficacité énergétique réelle. Voilà. Il y a de tout, donc cette formation est dédiée effectivement aux maîtres d'ouvrage, aux architectes, bureaux d'études, programmistes. Je sais qu'il y a des fournisseurs également là qui nous regardent, notamment Choc, qui sont venus en force. C'est un produit qu'on utilise pas mal. Je voudrais remercier la ville de Rouen, la Postimo, en tant que maître d'ouvrage, parce qu'ils font vraiment des efforts dans ce sens-là. Voilà. C'est parti. Tac, j'ai trouvé le bouton. Donc, ce que je vais vous présenter, on va pas parler technique. Évidemment, il y a un petit peu plus de technique sur les 2 jours de formation. Là, ça va être la philosophie de ce qui est dit, quelques éléments pour que vous puissiez repartir avec quelque chose quand même. Le pourquoi, en fait, de pourquoi on va sur des bâtiments de plus en plus performants et de plus en plus, moi j'appelle ça responsable d'un point de vue matériaux de construction. Tout simplement parce que ça relève d'un besoin. Voilà, les hommes ont eu besoin de déplacer des charges lourdes. Donc tout autour du monde, ils ont inventé quelque chose qui s'appelle la roue, parce que tout simplement c'était le meilleur outil, le plus simple pour transporter des choses lourdes sur des longues distances, de façon la plus efficace possible. Et dans le bâtiment, on a besoin effectivement de... Alors ça se dit pas, mais tout le monde en parle. C'est économe en investissement. Voilà.
L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et en ce moment, c'est assez vrai. Économe en énergie, puisque les énergies ne sont pas infinies. Résilient face à l'évolution du climat. Et ça sera vrai de plus en plus. Faut savoir qu'en 10 ans, on met nos stations météo à jour tous les 10 ans à peu près, nous, en passif. En 10 ans, on s'est pris 1,1 degré en France, en moyenne. Voilà. Et il y a des villes qui se sont, comme Lyon par exemple, se sont pris 1,6 degré juste en 10 ans. Voilà. Ça va aller très vite. Euh, Économe en maintenance courante, remplacement, etc. L'idée est de ne pas remplacer des économies d'énergie par des charges de maintenance. Ça, c'est un grand, grand classique. Confortable, voilà, que ce soit en été ou en hiver. Économe en CO2 et à l'usage et à la construction vis-à-vis de l'impact sur le changement climatique. Avoir une qualité d'air intérieur irréprochable. Une des façons assez simples de réduire ses besoins, c'est de boucher les entrées d'air, voilà, avec les conséquences qu'on connaît. Quelque chose qui est pas vraiment un besoin, et pourtant vraiment, vraiment on en a besoin, c'est de la qualité. La qualité dans la construction. Voilà, ça fait 30 ans, ça fait un moment que je travaille. Et j'avoue, euh, c'est pas le sujet numéro un de ce que j'ai pu voir, mais vraiment on a besoin de qualité pour faire des bâtiments tout simplement qui durent. Le premier bâtiment, le premier bâtiment réellement efficace qui a été construit ne date pas d'hier, hein. Il a plus de 100 ans. J'adore ces slides. Donc ceux qui, si jamais il y en a qui font la formation, c'est un peu spoliés. C'était un bateau en fait. Un bateau qui a appliqué toutes les règles de l'efficacité énergétique dans un lieu de vie. Un bateau polaire, donc l'objectif c'était un bateau scientifique. Ils allaient se faire prendre dans les glaces en Arctique. Ils passaient un hiver, ils attendaient la fonte des glaces et après ils revenaient. Ils avaient pris la nourriture pour 2 ans dans le cas où l'hiver d'été d'après était trop frais. Et ils ont appliqué tous les concepts d'un bâtiment efficace, forte épaisseur d'isolant, 40 cm de liège, étanchéité à l'air pour que l'air froid ne rentre pas, triple vitrage, ils ont inventé le triple vitrage, un truc de fou. Bon, en même temps, il n'y avait pas beaucoup de vitrage, mais voilà. Ils ont inventé la ventilation double flux, c'est-à-dire qu'ils préchauffaient l'air puisqu'il fallait bien ventiler le bâtiment, comme il avait parfaitement étanché. Préchauffer l'air rentrant par l'air sortant. Je ne sais pas comment ils ont fait, pour être sincère. Et il y a une petite phrase que j'aime bien à la fin. Donc ça, c'est le carnet de bord du capitaine. La ventilation excellente, puisque grâce au ventilateur et les véhicules d'air froid hivernal, j'ai dans l'idée de me débarrasser du poêle, il est avant tout embarrassant. Voilà. Sachant qu'il faisait quand même moins 30 dehors et 0 apport solaire. Voilà. Puisque par définition, la nuit arctique, il n'y a pas de soleil. Tout simplement, il se chauffait avec la cuisine la cantine, quoi, tout simplement. Voilà. Donc le poêle de la cuisine, qui était au charbon, suffisait à chauffer le bâtiment. Et j'imagine qu'il devait y avoir une assez grosse densité de personnes à l'intérieur. Voilà, donc tous ces concepts-là sont hyper simples à comprendre, sont pas compliqués à mettre en œuvre. Voilà. Seulement, ça fait changer 2-3 habitudes dans le bâtiment. Donc on parle concret. Moi j'aime bien parler projet réel, pas que de la théorie. Donc là c'est un appel d'offres qui est particulier, qui est vraiment intéressant, puisque sur le même site, il y a 4 blocs de bâtiments, logement en bande et 3 collectifs. Donc tout ce que je vous parle là s'applique autant en tertiaire qu'en collectif, hein. Mais le plus difficile c'est le logement, puisqu'il y a une production d'eau chaude qu'on n'a pas en tertiaire. 3 bâtiments principaux, A, B, C, 2 R20 standards.
Voilà, donc on était encore en seuil R20 classique. Et un bâtiment passif. Et en fait, c'est le bâtiment passif qui était le plus économique à l'investissement en mètre carré chal. Et il aurait pu être, on aurait pu encore l'optimiser sans problème. C'est un appel d'offres qui date d'avril 2024 avec les mêmes entreprises, grosso modo les mêmes matériaux, etc. Voilà. Donc il n'y a pas de notion de délai, de lieu ou quoi que ce soit. Voilà. Donc il est tout à fait possible de faire du performant, vraiment performant, euh, sans changer les coûts au mètre carré. Le seul coût qui intéresse un maître d'ouvrage, je le rappelle, c'est le total divisé par la surface utile ou la surface habitable. Le reste, la répartition des coûts, c'est du job de l'équipe de maîtrise d'œuvre, architecte, BE, etc. Ça implique alors, de faire du performant, c'est relativement simple d'un point de vue technique. C'est-à-dire que c'est une notion d'ingénierie. On applique des solutions, il peut y avoir du calcul, etc. Voilà, c'est du calcul scientifique. C'est pas si compliqué que ça. De faire du performant et économique, là par contre, c'est plus un problème. C'est ce qu'on appelle avant, c'est un problème compliqué. C'est une solution scientifique, des calculs thermiques, des calculs scientifiques à faire. Faire du performant et économique, c'est un problème complexe, par contre. Et ça se résout par de l'intelligence collective. C'est-à-dire, tout le monde a un bout de la solution. Une technique d'un côté va avoir un effet sur un autre lot. Typiquement, je rajoute de l'isolant. Ben oui, 14 cm d'isolant coûte plus cher que 12 cm d'isolant en épaisseur. Bon, ok. Seulement, il arrive un seuil où cette épaisseur d'isolant va avoir je vais pouvoir supprimer la chaufferie, je vais pouvoir supprimer la PAC, je vais pouvoir les transformer par des petits radiateurs électriques. Donc des surcoûts d'un côté peuvent engendrer des économies d'un autre. Et ben, le but, c'est d'aller chercher ça. La logique est assez basique, hein. Je prends tout ce qui rapporte de l'argent et augmente la performance. Quand je dis performance, c'est à la fois énergétique et constructif. Matériaux, bilan carbone. Par exemple, si je supprime mes locaux techniques, si j'en ai plus besoin, que je les transforme en surface vendable, j'augmente ma performance, puisque je calcule ma performance en fonction du nombre de mètres carrés utiles. Voilà. Je mets moins de matériaux, moins de murs, moins de portes, etc. Donc j'augmente la capacité de mon bâtiment. Donc ça rapporte de l'argent et c'est plus performant. Donc je le prends. Je prends tout ce qui est gratuit et augmente la performance. Donc il y a un gros chapitre sur le savoir, voilà, à la fois de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. Vraiment, c'est eux qui ont, enfin, principalement le maître d'ouvrage d'ailleurs. Et les entreprises suivent, ça c'est pas un problème. Le travail sur la compacité, le bioclimatisme, la limitation des ponts thermiques dès la conception, pas après coup, dès la conception. Là, les copains chocs vont être contents. Tout ce qui va limiter les linéaires de circuit d'eau chaude, sanitaire, etc. J'ai moins de linéaires, ça me revient moins cher et c'est plus performant. Je le prends. Voilà. Ensuite, je maximise tout ce qui est efficace et pas cher. L'isolation, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas cher en soi. C'est-à-dire que quand on regarde, quand on décompose le prix de la pose d'un isolant, plus de la moitié du prix, c'est sa pose. Le reste, c'est du matériau. Donc, faut pas hésiter à le faire. C'est ce qui a le meilleur rapport efficacité-coût. L'inertie, la ventilation, etc.
Dans les régions chaudes, avec un climat chaud et sec, typiquement le rafraîchissement adiabatique, on le met quasiment systématiquement. Ça coûte 3 fois rien et ça vous permet de diminuer vos consommations de clim de l'ordre de 40 à 50%. Ça diminue un peu la puissance, mais surtout ça vous fait une climatisation de base, ça vous fait gagner 3-4 degrés, quasiment gratuitement. Quelque chose dont on va parler tout à l'heure, récupérateur d'eau chaude sur les organismes aussi. Ensuite, tout ce qui... on essaie de minimiser tout ce qui va être moins efficace, mais par contre assez cher. Des ponts thermiques spécifiques, où il faut faire du génie civil pour le limiter, eh ben non, je le prends carrément en compte. On le traite pas. J'ai déjà vu des isolations des fondations, des choses comme ça. Les menuiseries, c'est un vrai sujet. Voilà. Et ensuite, je supprime tout ce qui coûte et diminue la performance. Ça, c'est des grands classiques aussi. Souvent, on dit à la fin, bah, écoutez, j'ai pas le budget pour faire du passif, pour faire du RE28, etc. Ça coûte trop cher. Et en même temps, je vois tout un tas de choses qui sont mises en place, qui coûtent de l'argent et qui diminuent la performance. Donc, il faut les supprimer, c'est tout. Typiquement, les protections solaires fixes verticales, parce que le soleil a la fameuse tendance à faire le tour, en fait. Voilà. Donc, sur les protections fixes verticales, par exemple, eh ben, il y a un moment donné, le soleil, il sera devant. Donc, en plein été, ça va chauffer, et il faudra quand même rafraîchir, donc c'est pas OK. Et en hiver, eh ben, ça fait de l'ombre à un moment donné, à l'inverse. Et du coup, ça augmente les besoins de chauffage. Donc, ça augmente la taille de l'installation à mettre en place, etc., les isolants. Les loggias, quand on peut s'en passer. Les descentes d'eau pluviale intérieure, ça c'est un grand classique aussi, qui est absolument pas pris en compte dans le calcul RE20. J'ai jamais vu quelqu'un dire il y a une descente de P à l'intérieur, je la prends en compte. Alors que qu'est-ce que c'est qu'une descente de P, d'eau pluviale? C'est un trou en haut, en bas, un tuyau et de l'air froid à l'intérieur, de l'air froid extérieur qui passe dedans tout le temps dès qu'il y a du vent. Et en plus, quand il pleut, il y a de l'eau froide qui coule dedans. Donc c'est hyper déperditif. Donc on les met à l'extérieur, si on peut. On les met à l'intérieur que vraiment quand on peut pas. Isolation par l'intérieur. En région froide, hein, à Toulouse, Marseille, ITI, isolation par l'intérieur, aucun souci. À Strasbourg, Lille, Paris, ça revient moins cher en global de faire de l'ITE que de l'ITI. Voilà, quand on prend tout en compte. Paraît bizarre, mais c'est comme ça. On parle beaucoup, on parlait des soft skills tout à l'heure. Et dans le bâtiment, faut avouer, ça évolue lentement. Voilà, ça fait 30 ans que je travaille quasiment. Et j'avoue, entre les années 90 et aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé, mais pas tant que ça, quoi. Pas tant que ça. Voilà. Et ça, c'est changer des habitudes, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile pour tout le monde, hein, compris pour moi. C'est tout simplement, c'est que notre cerveau, il est fait comme ça. Et c'est OK. Voilà, c'est pas que les gens veulent mal construire ou pas. C'est que c'est difficile de remettre en cause une croyance, de plus une croyance qui est partagée par beaucoup de monde et depuis longtemps. Voilà. Donc, je parle de différents phénomènes de ce qu'on appelle les dissonances cognitives. La petite phrase, les faits sont complètement démentis par mon opinion. Ouais, mais c'est vraiment ça, hein, c'est comme ça. La seule façon de contrer ça, c'est de travailler sur les faits.
physiquement parlant, il se passe ça, économiquement parlant, il se passe ça. Voilà. On est bon, on n'est pas bon. Voilà. Donc ça, il y a une partie du cours qui est là-dessus. Et effectivement, les soft skills, c'est vraiment le nœud du sujet. Un grand classique, c'est les bâtiments performants sont moches. Donc il y a tout un chapitre là-dessus. Ça, je m'amuse beaucoup avec ça. Donc effectivement, on est contraint, donc c'est CE20, CE25, CE28, hein, on doit rester dans ce cercle-là. Il y a le cercle économique est plus ou moins grand, ça dépend du budget que l'on a. Donc là-dessus, on peut rajouter deux autres cercles, qui est celui du bâtiment performant, donc qui limite nos possibilités. Et on peut rajouter un autre cercle qui est plus subjectif, c'est vrai, mais et encore, je pense pas. Esthétique, qui est tout autant important que les trois autres. Et en fait, c'est vrai que l'intersection de tous ces cercles-là, hop là, où est-ce qu'elle est ma souris? Ici. L'intersection de tous ces cercles, ben, il est plus petit que tout le reste, et je suis d'accord. Seulement, dedans, on peut faire une infinité de choses, mais vraiment. J'ai beaucoup entendu la contrainte limite ma créativité. Moi, il y a un artiste que j'aime énormément, c'est l'artiste Soulage, qui s'est quand même donné comme contrainte assez balèze de ne peindre qu'avec des peintures noires. Voilà. Et pourtant, il est un des artistes les plus reconnus du XXe siècle. Là, il n'a utilisé que de la peinture noire. Il faut quand même fallait oser. Et ces toiles sont juste dingues. Enfin, moi, je trouve, personnellement. Après, c'est une question d'esthétique. Voilà, donc la contrainte, au contraire, en général, souvent favorise la créativité parce que ça nous oblige à sortir des sentiers battus et aller chercher des solutions qu'on n'aurait pas trouvées autrement. Voilà. Disons que c'est ma vision. Là, quelques bâtiments hyper efficaces. Donc ça, c'est du logement collectif. Voilà, il y a un petit peu partout dans le monde, avec des architectures complètement différentes. Du bureau, pareil. Voilà, tout vitré, ou pas, avec différents types de fenêtres. Celui que j'aime beaucoup, c'est le centre bouddhique, en bas au Japon, qui est, en plus d'un point de vue technique, il faut savoir que c'est un refuge antisismique. C'est-à-dire qu'en cas de très fort séisme, il est dimensionné pour rester debout et servir de refuge aux gens. Voilà. C'est quand même assez balèze. Et celui que vous voyez là, je l'aime beaucoup celui-là. C'est en Italie, j'aime bien le design italien. C'est une rénovation où ils ont agrandi par le dessus. Donc, ils ont augmenté la surface foncière. Comme les fenêtres étaient déjà définies, la seule chose sur laquelle ils ont travaillé, c'est l'embrasure des fenêtres. Voilà. Et du coup, vous avez une façade qui change d'aspect toute la journée en fonction des ombrages, éclairage, etc. Donc, c'est assez, moi, j'adore. Voilà. Bâtiment des années 70, rénové. Bête et méchant. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de créativité avec énormément de contraintes. Et ils l'ont fait en passif. L'incidence numéro 1 de surcoût en investissement, c'est vraiment le manque de savoir. Il n'est pas technique. Donc, tout d'abord de la maîtrise d'ouvrage, savoir ce que vous achetez, tout simplement, voilà, ce que vous construisez. Ensuite, le deuxième, c'est le choix et le non-contrôle de l'équipe de maîtrise d'œuvre, pour la maîtrise d'ouvrage. Donc, en tant que maître d'ouvrage, vous n'êtes pas censé être, vous n'êtes pas sachant. Par contre, vous devez savoir ce que vous achetez. Voilà. Quand vous achetez une voiture,
Vous faites des comparatifs. Moi, c'est la puissance. Moi, je veux de l'électrique. Moi, je veux du confort, de la sécurité, etc. Vous savez ce que vous achetez. Vous savez pas comment c'est fait derrière. Par contre, vous savez à peu près ce que vous achetez. Voilà, c'est pareil dans le bâtiment. Et ensuite, le manque de savoir de la maîtrise au global, hein, et je m'intègre dedans. Il faut savoir que 80% de l'efficacité énergétique et de la construction responsable bas carbone. Enfin, j'entends comme ça, il n'y a pas que le carbone, mais aujourd'hui, la RE20 mesure ça. Bas coût. Donc, si je veux de l'efficacité énergétique, si je veux un bâtiment qui soit peu émissif en CO2, c'est défini à la première image qui sort, au moment de l'esquisse. Après, on fait du bidouillage, voilà, on optimise, etc. Et c'est OK, c'est à faire aussi, mais 80% du boulot, l'efficacité énergétique, c'est pas le bureau d'études, c'est la conception, c'est l'architecte qui le fait. Donc vraiment, la conception architecturale est l'enjeu majeur là-dessus. Petit exemple de l'incidence numéro 1 technique et numéro 2 sur coût, c'est la compacité du bâtiment. Donc, il y a un petit tableau là. Vous voyez entre ces trois figures, en orange, vous avez 20% de surface de mur en plus que le vert. La compacité va influer sur tout ce qui est environnemental et thermique. Thermique parce que j'ai 20% de plus de murs, donc j'ai 20% de plus de déperdition sur les murs que dans mon bâtiment vert là. Donc si je veux la même performance au global, je dois augmenter tous les isolants de partout. Voilà. En environnemental, j'ai 20% de matériaux en plus, tout simplement, voilà, pour la même utilité à la fin. Enfin, la même surface utile en tout cas à la fin. Pour vous donner l'impact sur la thermique, c'est assez intéressant. Il y a eu une statistique faite sur de nombreux bâtiments de logement collectif. Ils ont fait catégoriser trois périodes constructives. Les années 90, c'était en Allemagne. Bâtiment basse énergie, c'est ce qui correspondait au bâtiment RT 2012. Voilà. Et le BBC, quoi. Et les bâtiments passifs. Et ils ont regardé leur consommation réelle au mètre carré, divisé par le nombre de mètres carrés habitables, avec leur compacité. La compacité, le rapport, c'est la surface extérieure du bâtiment divisé par son volume. D'abord, on voit très bien les droites se profiler. C'est-à-dire que plus le bâtiment est compact, moins il consomme. Voilà. Un bâtiment des années 90 très compact consomme moins qu'un bâtiment des années 2000, 2010, pas compact du tout. Voilà. C'est pareil pour les bâtiments passifs, sauf que la droite est beaucoup plus plate. Donc même un bâtiment passif raté consomme toujours une fois et demie moins que un bâtiment BBC très performant. Quelques exemples. Aujourd'hui, la RE20, seuil 25 pour la partie énergie, et puis ce sera la même en 28, à part si vous êtes sur des réseaux de chaleur, impose systématiquement la mise en place de pompes à chaleur, que ce soit centralisé ou individuel. Après, ça dépend un petit peu du nombre de logements que vous mettez. Pareil pour le tertiaire, ça va vous imposer un système de production de chaleur entre guillemets efficace. Donc avec pompe à chaleur ou réseau de chaleur, s'il y en a un qui passe. Et vous êtes obligé de le distribuer après dans le bâtiment. Voilà. Donc ça, vous n'avez pas vraiment le choix. En logement, l'eau chaude vous l'impose également. Et on met une simple flux, enfin quand on est dans des logements, on met une simple flux classique, gros B. Ce système-là, en termes de coût et d'efficacité, est à peu près équivalent à l'autre, qui est, je mets des systèmes
peu efficace. Un bon vieux radiateur électrique. Alors on met plus les grippins parce que commercialement parlant ça passe pas, mais c'est exactement la même consommation, hein, c'est pareil. Aujourd'hui il se branche sur le Wi-Fi et tout. Avec un système double flux, ventilation double flux, et un peu d'isolation complémentaire. C'est à peu près équivalent en termes de performance. Et au même prix, globalement. Si on prend en compte que je supprime, là on voit que dans ce système-là, j'ai plus de local technique. On n'a plus besoin. La ventilation double flux, je la casse sur ma toiture, quelque part. Il faut l'habiller, il faut la prévoir de suite, son aspect. Juste, il faut savoir si les bâtiments de France sont autour ou pas. Voilà, et ça partout en France. Mais sinon, ça coûte pas, ça revient au global à peu près au même prix. La grande différence aussi, c'est que dans ma deuxième solution, la maintenance, il n'y en a plus, ou quasiment plus. Veolia en expérience du logement collectif depuis pas mal d'années maintenant, et clairement, ils voient leur coût de maintenance sur les bâtiments, sur leurs logements passifs, ils sont ridicules. Voilà. Autre point, donc ça c'est vrai en logement, donc quand on a de la production d'eau chaude, on est soit avec un système d'eau chaude centralisé, donc pareil, chaudière, bouclage, système de comptage individuel, ou des ballons thermodynamiques individuels. Ça a à peu près le même rendement que des ballons électriques directs. Donc le bon vieux ballon, alors on les prend correctement isolés, c'est le seul point sur lequel on fait attention, avec des récupérateurs sur les eaux grises au niveau des douches. Voilà. Donc ça, ce système-là, c'est un rendement de 50%. Vous consommez 50% d'eau chaude en moins que s'il n'y avait pas ce système-là. Donc un COP de 2 finalement. Voilà. Les ballons thermaux, ils vous affichent des COP de 3, 4, etc. Ça, c'est vrai quand il fait bon dehors. Par contre, en plein hiver, à Strasbourg, c'est un COP de 1, clairement. C'est-à-dire que comme l'air est froid, en fait, c'est la batterie de secours à l'intérieur qui fonctionne. Ils n'arrivent pas à prendre, il faut du dégivrage, etc. Et vous avez toutes les pertes liées quand on a le ballon qui est posé sur une paroi extérieure. Ok, on peut prendre et rejeter l'air directement dehors. Par contre, quand on est dans un collectif, il vous faut une gaine 3 CE, donc un peu comme la descente de P intérieure, qui est hyper déperditif. Donc en plus, on rafraîchit l'air qui est à l'intérieur, puisqu'on prend ses calories. Ouais. Donc la RE28, RE20, RE28, et la RE28, il y a la partie bilan carbone. Voilà, donc j'en parle aussi. On en parle beaucoup d'ailleurs. En fait, à chaque fois, ces solutions-là, aussi, on s'aperçoit qu'elles ont des bilans carbone bien meilleurs que les solutions techniques. Les solutions techniques avec des pompes à chaleur, il y a forcément un flux de frigo à l'intérieur. Et le bilan carbone des flux de frigo est vraiment mauvais. Ça nous a surpris au début quand on faisait nos premiers calculs. Sur un logement collectif d'une trentaine, 35 logements à Rennes, on avait mis des ballons thermodynamiques individuels. C'était de l'accession, voilà, il y avait un choix, parce qu'il n'était pas économique. Mais c'était ok, ça fonctionnait. Les ballons thermodynamiques, les bilans carbone de la construction, donc on est tout béton, hein, il n'y avait pas d'histoire d'ACV à l'époque là-dessus, représentaient entre 20 et 25% du bilan carbone du bâtiment. Donc un peu moins que le béton, mais pas tant que ça. Voilà. Le béton, c'est le bâtiment tout béton, hein, je veux dire, grand classique avec ITE. Mais les ballons thermodynamiques individuels ont vraiment un bilan carbone désastreux. Et ça se comprend, puisqu'ils ont une durée de vie relativement limitée. Et quand on regarde sur la durée de vie du bâtiment, bah, il faut le remplacer plusieurs fois. Il y a des flux de frigo avec
des gaz à effet de serre très importants à l'intérieur. Voilà. Tandis que notre bon vieux ballon électrique direct, il va durer 20 ans sans problème. Et le jour où il faut le changer, ça coûtera 150 €, et puis basta. Voilà. Avec un bilan carbone construction relativement faible, très faible. Les récupérateurs de zone grise, il n'y a aucune technologie dedans, enfin toute technologie électronique ou quoi, il n'y a rien. Donc ça, dans 20 ans, il continuera à fonctionner pareil. Comment vérifier si un bâtiment est efficace ou pas? Donc ça, c'est un ratio que je donne pas à tout le monde. Il est très simple à utiliser. En tant que... Donc ça, c'est pour les architectes et les maîtres d'ouvrage. Ce qui me disent souvent, ouais, c'est pas mon job, je vois plein de choses, des documents qui font des pages et des pages. Et il y a un outil, vous avez forcément la surface, donc soit un CHAB pour les logements, soit utile pour le tertiaire. Hein. Il vous faut une autre information qui est la puissance installée, la puissance de l'équipement de chauffage ou de climatisation. C'est les mêmes ratios. Donc ça, votre bureau d'études fluide thermique doit vous le dire, puisque c'est quand on fait une estimation d'un projet, ben, suivant ma taille de mon installation, enfin, il faut bien que je détermine ma taille d'installation pour faire une estimation. Donc en phase d'APS, même de concours. Voilà. Si vous êtes sur des ratios, donc vous avez cette puissance qui est en kilowatts, vous divisez cette puissance par la surface. Si vous êtes aux alentours de 10 watts par mètre carré installé, vous êtes sur un projet performant. Voilà. Si vous êtes aux alentours des 13 watts, donc ça fait 30% en plus, hein, 13-10, voilà. Vous êtes sur un projet performant, entre guillemets moyen, du passif moyen. En RE20, un peu à minima, hein, les seuils, c'est à peu près 50 watts au mètre carré. Voilà. Un bon projet RE20 optimisé, etc., on est aux alentours des 30 watts. RT12, pour vous donner les ordres d'idée, on était à 60 watts. 2005, aux alentours des 80. Moi, quand j'ai commencé à travailler, c'était simple. C'était dans les années 90. On était à 100 watts. J'avais un projet. C'est quoi la taille de l'installation? Je multipliais par 100. Hop, j'avais ma puissance installée. Donc c'était assez pratique. Voilà. Et un bâtiment pas du tout isolé, on est aux alentours des 200, 250 watts. Donc ça, c'est un outil qui est hyper simple, très efficace et imparable, puisque un bâtiment qui est performant, pourquoi mettre une grosse chaufferie en face? Il n'y a pas besoin. Donc soit vous surdimensionnez votre équipement qui va sous-fonctionner, donc qui va engendrer des problèmes de maintenance et de surconsommation même, hein, puisqu'il n'aura pas un bon rendement. Donc il n'y a pas de raison de mettre une grosse chaufferie dans un bâtiment performant. Une grosse clim, pareil. Voilà. On avait un bureau, là on a un projet de tertiaire à Toulouse. Tout ça, ça marche autant pour le chaud que pour le froid. À Toulouse, 5000 m² de bureau, il y avait 350-400 kg de clim de puissance de prévu. Voilà. On l'a réduit à 100. Et encore en prenant de la marge. On aurait pu encore descendre large. On est à 20 watts, sachant que pour moi, il y avait besoin de 10-12 à peine. Bon. On prend de la sécurité et ça a été difficile à faire descendre. Voilà. On a divisé par 5 la taille de l'installation,
quasiment, avec une économie, tout simplement en mettant des brises soleil orientables et pilotées. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que le soleil ne rentre pas dans le bâtiment. Donc on nous disait, ouais, ça coûte très cher, faut en rajouter. Je dis, ok, ça coûte combien? 5. Bon, bah c'est quoi la taille de ton installation là de clim? Voilà, son budget. Si on le divise par 3, puisque c'est pas tout à fait proportionnel, ça fait combien? Voilà. Ça revenait moins cher. Et d'un point de vue environnement, bah, ça fait aussi tout un tas de fluides en moins enlevés, d'installations enlevées. On a simplement rajouté des BSO, voilà, sur 3 façades. Et on aurait pu s'économiser même sur une façade si les casquettes avaient été faites différemment. On ne pouvait plus toucher le projet. Voilà. Donc c'est le genre de raisonnement qu'on essaie d'amener. Sur la partie bilan carbone. Bilan carbone, donc effectivement on va parler matériaux, isolants, béton, bois, etc. Dans quel cas le bois est vraiment adapté, dans quel cas où franchement il ne faut pas y aller. Pourtant je suis pour le bois, hein. Le bois, la paille, à fond. Mais il y a des cas, une cuisine collective, on ne le fait pas en bois. Voilà, c'est pas adapté, il y a des problèmes d'humidité, d'eau, d'infiltration, etc. Ce qui nous intéresse donc, c'est le bilan carbone construction globale du projet. Pardon. Donc il faut rappeler que on prend tous les matériaux, les uns après les autres, on multiplie indépendamment les uns des autres leur coefficient d'impact construction, donc leur kilo de CO2 par mètre carré, par poids, voilà. Et on prend la quantité de matériaux qu'on a mis en place. Donc en fait, vous avez 3 facteurs sur lesquels vous pouvez jouer. Et très souvent, on ne parle que de celui-là. Ça, c'est un matériau, il a un bon bilan carbone. Ok. L'histoire du local technique, vous voyez. Bah, si j'agrandis ça, cette surface habitable utile au projet, pour la même surface globale construite, bah, j'améliore mon bilan carbone. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Supprimer les surfaces inutiles. Ensuite, quantité de matériaux. En énergie, on dit souvent l'énergie la plus, comment dire, la plus efficace, c'est celle qu'on ne consomme pas. C'est clair. Le matériau plus efficace, c'est celui qu'on ne met pas en place. Voilà. Si je peux remplacer un mur béton par un mur en parpaing, bah, je le remplace en parpaing. Voilà. Un mur en parpaing a moins de bilan, bien meilleur qu'un mur en béton. Si je peux carrément supprimer ce mur, bah, je le supprime, voilà, etc., etc. Si je peux enlever des plafonds, des sols, voilà. Chaque matériau, c'est est-ce que j'en ai besoin? Est-ce qu'il faut le mettre? Et est-ce que et ensuite, est-ce que je peux le remplacer par autre chose? Donc c'est déjà ce raisonnement-là à avoir. La compacité a un impact énorme sur la quantité de matériaux que l'on met en place. Voilà. Et après, un bâtiment peu compact, on va falloir compenser par mettre plus d'isolants, plus d'équipements techniques, et au final, moins bon. Et à la fin, effectivement, il faut travailler sur le type de matériaux. Mais à la fin, en fait. Voilà. Donc c'est un peu le genre de raisonnement qu'on essaie de vous faire passer. Voilà, il reste un petit quart d'heure pour les questions. Écoutez, dans un premier temps, je vous remercie infiniment pour cette présentation. Nous avons effectivement quelques questions. On a beaucoup parlé voilà, de tout ce qui était énergétique, donc thermique, etc. On parle
peu d'acoustique. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a aussi des règles à respecter et des bonnes pratiques surtout à prendre en compte? En RE20, oui, il y a quelques. L'acoustique, non, c'est à part. C'est une autre réglementation. Il y a d'autres choses sur les RE20, sur les réseaux de ventilation, etc. Mais j'ai jamais rien mesuré par rapport à la RE20, clairement. D'accord. Les bonnes pratiques, c'est ce qui change dans une ventilation double flux, notamment, par rapport à une ventilation simple flux, c'est les transmissions de bruit à l'intérieur des réseaux. Là, il faut vraiment faire attention. Mais c'est assez classique. Et puis, bah, en slide 17, vous nous avez présenté en fait des ratios, hein, avec les exemples de vérification de la performance énergétique d'un bâtiment. Est-ce qu'il existe des sources en fait pour les ratios que vous avez mentionnés, ou est-ce que voilà, c'est un constat plus terrain que vous avez donné? Ouais. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la source, le calcul énergétique, alors dans la RE20 25, il y a deux points qui sont vraiment très bien, c'est degré heure, nouveau, qui fonctionne bien, et puis le bilan carbone construction. C'est assez réaliste. Voilà. Bon, on peut toujours dire plein de choses. Par contre, sur la partie énergétique, il faut bien comprendre que c'est pas un calcul réel, c'est un calcul réglementaire qui nous donne le droit, qui nous dit si on a le droit de construire ou pas. Mais les ratios qui sont donnés dans ce calcul RE20 ne sont pas réalistes. On fait à côté un autre calcul pour dimensionner nos équipements. Et là, c'est tout simplement, moi non, là, c'est du terrain. Alors, sur la partie passif, oui, c'est théorique parce que c'est un calcul réaliste. C'est ce qui se fait, voilà, classiquement. Voilà. Très Et il est bien. vérifiable. Et surtout, il est vérifiable, puisque c'est ce que j'installe. Voilà, c'est pas contestable. Mhm. Voilà. Donc, c'est assez facile de prendre des anciens projets et de voir à combien on était. Oui. Voilà. Et pour Mhm. pouvoir comparer un projet entre plusieurs projets sur ce critère-là, c'est très facile à faire, très rapide. Et puis, je vais prendre une dernière question. On nous demande si le réemploi sera valorisé en RE 2028, ou est-ce qu'il est compté dans le bilan carbone uniquement? Oui. Il est compté dans le bilan carbone uniquement. Donc, tout simplement, aujourd'hui, on ne compte pas le matériau comme bilan carbone zéro. Voilà. Donc, mais il n'est pas, ça fait pas un puits carbone. C'est-à-dire qu'on ne compte pas une valeur négative en disant, bah, c'est quelque chose que j'aurais dû jeter, que je réemploie. Voilà, donc, pareil pour les matériaux type terre crue, des choses comme ça, des projets comme ça, où la terre, on la compte à zéro, parce qu'il n'y a pas, voilà, quand c'est de la terre crue, et encore, si elle n'est pas manufacturée, si elle vient du site. Voilà. Oui, 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 effectivement. Ouais. Et puis, allez, je prends une dernière question. Il nous reste 3 minutes. Sera-t-il encore possible de faire des calculs en climatisation fictive pour l'indice DH, ou le bâtiment devra-t-il obligatoirement se passer de climatisation? Alors, le DH, DH et CEP, CEPNR. Donc ça, on l'explique. Il y a deux seuils. Il y a un seuil au-dessus duquel on n'a pas le droit de déposer un permis de construire. Il est 1250 degrés heure. Si le calcul nous dit ben, le bâtiment il surchauffe trop, on n'a juste pas le droit de déposer le permis. Si on est en dessous de 350 degrés heure, la RE20 vous dit très bien, nickel, le bâtiment il est bon. Si on est entre 350 et 1250, il va vous compter une consommation de climatisation fictive, comme tu disais, dans l'idée que je mette de la clim ou pas. Voilà. Et
c'est assez vrai, je suis assez d'accord avec le principe. Combien de fois on voit des projets livrés et hop, 3 mois après, pouf, 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 sur les balcons, on voit plein de petites packs. Voilà. Ben, c'est pour éviter ça et c'est pour prendre en compte ce phénomène-là. Donc, on compte une consommation d'énergie, de clim, alors qu'on n'en a pas mis. Dans nos Mhm. projets, on descend systématiquement sous les 350 parce que, et quelle que soit la région, compris dans le sud-est, dans le sud-est, en fait, nous, on va travailler le confort d'été, point. Le chauffage, c'est pas un sujet. Et l'eau chaude, on sait faire partout en France. Donc, on ne travaille que ça, les protections solaires, BSO, adiabatique, la ventilation double flux conserve le chaud en hiver, mais conserve le frais en été aussi. Voilà. Donc, on Oui, voit nos bâtiments qui montent très très doucement en température la journée. On ouvre les fenêtres la nuit, ça descend. Et il reste les périodes de canicule qu'il faut traiter. Donc, ouais, c'est important. et alors rien à voir, ce n'est pas une question qui a été posée, mais j'entendais un reportage ce matin d'une industrie en peinture pour le bâtiment qui a inventé, elle doit encore déposer des brevets, mais une peinture qui, en fonction de la chaleur, Mmh. est blanche quand il fait froid, frais, et puis se grise et voire noircie au contact de la chaleur. Est-ce qu'au niveau de la construction et dans les normes qu'on va imposer, les couleurs, effectivement, des bâtiments, des murs, etc., entrent en ligne de compte ou pas du tout? Euh, Nous, on le prend en compte, oui. Ça a vraiment un impact non négligeable dans le sud. Alors, autant dans le nord, pas tant que ça, faut être sincère. Mhm. Parce qu'on met pas mal d'isolant. Alors, si c'est ça serait plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je connaissais pas. C'est quoi? J'ai pas vu ça Je où? ne sais pas, Je sais plus. c'est tout nouveau, j'ai pas le nom d'entreprise en tête, mais voilà, Ouais, je vous dis, c'est pas encore breveté et donc pas encore distribué. ouais. L'idée, si c'est une peinture extérieure, l'idée serait de faire une peinture plus foncée l'hiver et une peinture plus claire et qui devienne plus claire l'été pour renvoyer le rayonnement. Donc là, oui, ouais, ce serait un truc à modéliser. Euh, et on se retrouve de faire des calculs. Nous, on le prend en compte dans le calcul réel, en fait, Mhm. parce qu'en fait, quand on arrive sur des puissances très faibles, il faut s'assurer qu'on peut bien chauffer ou qu'on peut bien climatiser, et on prend tout en compte. Donc ça, pour donner un ordre d'idée, sur les toitures notamment, enfin le sujet il est vraiment sur les toitures dans le sud de la France. Si vous avez une toiture Mhm. blanche ou une toiture très foncée, d'un côté vous pouvez avoir 70 degrés à la surface de contact en pleine journée. Si c'est blanc, vous descendez à 35-40 degrés. Ouais. Ça fait Mhm. 30 degrés d'écart. Bah, mine de rien, c'est de la chaleur en moins qui rentre dans le bâtiment et ça a un vrai Mhm. impact. Ouais. C'est pas pour rien qu'en Grèce, il y a plein de maisons blanches, quoi. Les maisons des îles, Oui. c'est pas Mhm. voilà. Très bien, Euh, monsieur Alain, je vous remercie encore infiniment. hmm, Les dates de la formation que vous animez sont bien sûr sur notre site. La prochaine a lieu dans moins d'un mois, hein, le 7 avril, à hmm. Paris ou en distanciel. Et puis ensuite, le 2 juillet, fin août, encore des dates en septembre, en octobre, en novembre. Donc Hmm. voilà, n'hésitez pas à aller consulter notre site. Vous y retrouverez toutes les informations dont vous avez besoin. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon appétit et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Merci encore. À Bientôt, au bientôt. revoir. Au revoir.